Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Réfoy, le magazine de la santé en compagnie du docteur Serge Rafale. Bonjour Serge. Bonjour Nicolas. Après vous avoir reçu, cher Laurence Plumet, docteur Laurence Plumet, la saison dernière pour un ouvrage au titre un tantinet provocateur, Le monde merveilleux du gras, dans lequel vous étiez venu nous entretenir de cette réflexion scientifique et pratique sur cet organe de mauvaise réputation, au rôle en effet parfois délétère, mais également souvent bénéfique pour la santé. On a le plaisir de vous accueillir à nouveau aujourd'hui. Vous êtes médecin nutritionniste, praticien hospitalier à l'hôpital Necker et l'hôpital Antoine Béclair de Clamart, experte de la lutte contre le surpoids et l'obésité, professeur de nutrition à l'école de diététique de Paris. Et bien pour ce nouvel ouvrage, docteur Laurence Plumet, Napsothérapie, une approche révolutionnaire de la santé, vous allez tout nous dire de ce qu'est cet acronyme NAPSO, de ce qu'il veut dire. On a une heure pour que vous nous racontiez tout ça. On pourra retrouver bien sûr l'entièreté des informations sur un site, napso-thérapie.org. C'est une approche révolutionnaire dont vous allez nous parler et vous êtes à l'origine de cette approche. Napso, nutrition du N, activité physique, sommeil, pour désigner cette méthode thérapeutique qui s'appuie sur ces 3 piliers fondamentaux de la santé. On va en parler, on est ravis de vous accueillir à nouveau. Bonjour docteur Laurence Plumet. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Serge, l'entretien. Radio J. Docteur Plumet, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nouveau parmi nous. Alors comme l'a expliqué Nicolas, vous proposez avec la napsothérapie une méthode thérapeutique qui s'appuie sur 3 piliers indissociables et complémentaires de la santé, que sont la nutrition, l'activité physique, le sommeil. Votre ouvrage s'adresse à tout le monde, patient ou non, et donc à tous nos auditrices et auditeurs. Ceux qui vont bien et souhaitent bien sûr préserver leur bonne santé, voire l'optimiser, et ceux qui veulent freiner, corriger ou améliorer un souci médical ou déjà un problème de santé afin d'aller mieux, ou réduire les médicaments qu'ils sont obligés de prendre. Partons ensemble à la découverte de ce trio d'une importance primordiale dont vous parlez comme d'une assurance santé et peut-être même d'une assurance vie. Tout à fait. Magnifique. Vous avez dit beaucoup de choses là. Alors, oui. on va démarrer, docteur Plumet, par le 3e volet de l'acronyme napsothérapie. Nicolas l'a expliqué. N, c'est nutrition, AP, activité physique, et SO, sommeil. Et pour vous, le sommeil est une notion très importante. Oui, parce qu'il est souvent sous-estimé. Et je trouve qu'on vit à une époque où le sommeil est très souvent massacré. Les gens se couchent de plus en plus tard. Moi, il y a 25 ans de ça, quand les gens me disaient « je me couche tard », c'était minuit. Maintenant, il n'est pas rare de voir des gens qui se couchent à 2 heures du matin. Donc merci aussi les réseaux sociaux, etc., qui, quand on rentre dans son lit, hop, on les regarde et le temps passe, et on n'écoute pas finalement les messages qu'envoie le cerveau en disant « Eh oh, il est temps de baisser le rideau, parce que moi, le cerveau, j'ai une chronobiologie de 24 heures et j'ai besoin de sommeil à partir de 22h30, 23h. Alors que nous passons le tiers de notre vie à dormir. Oui, mais c'est récupérateur parce que grâce à ce sommeil, finalement, nous sommes efficaces dans la journée. C'est justement ce bon sommeil qui nous permet d'être productifs, créatifs et efficaces dans la journée. Donc, pour certains, ça peut paraître être une perte de temps, mais en fait, c'est un gain de temps. Parce que tout le monde a expérimenté un manque de sommeil. Quand on n'a pas dormi assez, parce qu'il faut à peu près 8 heures de sommeil pour qu'un cerveau soit en bonne santé. Bon. Quand on n'a pas dormi 8 heures de sommeil, on n'est pas bien le lendemain. On réfléchit beaucoup moins bien, on a des trous de mémoire, on a des difficultés à se concentrer, on est fatigué, on bouge moins, on a des troubles du comportement alimentaire. Il ne faut pas oublier que le cerveau, il est au cœur. C'est à court terme, Laurence Plumet. En fait, à long terme, il y a d'autres inconvénients. Oh, mais c'est encore pire. Parce que les gens, et on en a un très bon exemple avec ceux qui travaillent de nuit ou qui travaillent en horaire décalé. Ce sont des gens, nous on le voit bien, vous aussi en qualité de médecin, ce sont des gens qui vont présenter sur le long cours des problèmes de poids, de diabète, d'hypertension, de cholestérol, les apnées du sommeil s'installent aussi. Enfin bon bref, dès qu'il y a des troubles du sommeil, la santé du corps en pâtit. Ça c'est inévitable.
Voilà. Donc, le sommeil, ça fait partie des comportements à bien préserver. Et ça obéit à des rythmes biologiques. Et Tout à vous fait. dites, c'est très très important Mais oui. donc, de ne pas rater le départ. Absolument. Le cerveau, c'est un organe qui vit selon un cycle de 24 heures. Et pendant qu'on dort, il ne faut pas s'imaginer que quand on dort, il ne se passe rien et que tout est au repos. Non. Pendant qu'on dort, il y a des molécules qui sont au plus bas de leur sécrétion, il y en a d'autres qui sont au plus haut, et tout ce petit monde travaille en bonne coordination pour réaliser des choses. L'importance de la mélatonine, on peut dire, bien tout de suite. sûr. Alors, la mélatonine, c'est justement, elle, la gardienne du sommeil. C'est une molécule qui est sécrétée par notre cerveau et qui nous donne envie de dormir. Et elle va commencer à monter dans notre sang à partir de 22h30, 23h. Alors là, je parle de 80% de la population. Parce que c'est vrai qu'il y a des petits dormeurs, il y a des grands dormeurs, il y a des insomniaques, il y a des gens qui ont des troubles du sommeil un peu de façon héréditaire, qui ont du mal à trouver le sommeil. Il y a nos fameux adolescents qui ont du mal à s'endormir avant minuit. Mais en règle générale, la mélatonine, sécrétée par notre cerveau, elle monte dans le sang et elle commence à provoquer des signaux. Signal, le plus courant, c'est les paupières qui tombent, les bâillements qui arrivent et le besoin d'aller se coucher. Ça, ces messages, il faut les entendre et il faut aller au lit. Voilà, il faut arrêter de regarder le 2e épisode de la série dont on n'arrive pas à se décrocher. Il faut éviter de regarder dans son lit ses téléphones pour Facebook, Instagram, etc. Parce que justement, on écrase cette mélatonine en exposant nos yeux à la lumière et donc on repousse d'autant l'efficacité du sommeil. Donc, franchement, pour être en bonne santé sur le court, moyen et long terme, il faut idéalement se coucher vers 23h, en tout cas toujours avant minuit, parce qu'après minuit, la mélatonine, elle est moins importante, on a moins de sommeil lent récupérateur, et puis essayer de dormir 8 heures. Alors, il y a des gens qui, toute leur vie, ont des très bons sommeils, n'ont aucun problème pour bien dormir. Il y a des gens qui sont plus ou moins en conflit avec leur sommeil, mais qu'ils n'aggravent surtout pas la situation en regardant la télévision ou en exposant leurs yeux à la lumière. D'ailleurs, il y a beaucoup de recommandations dans votre ouvrage pour un bon sommeil. Vous dites que c'est important de tenir un agenda du sommeil, de se coucher, de se lever toujours à la même heure. Vous dites finalement l'été. Alors là, on est un petit peu après les vacances, mais l'été, c'est le moment idéal pour savoir quelle est la durée de sommeil. Oui, tout à fait, parce que on n'a pas le réveil qui sonne. Vous voyez, le réveil qui sonne, parce que en fait, quand on dort, on a une succession de cycles d'1h30. Chaque cycle d'1h30 est composé d'une phase de sommeil lent, profond, phase 1, phase 2, phase 3, on s'enfonce de plus en plus, et ensuite d'un peu de sommeil paradoxal qui dure 15-20 minutes en moyenne au début de la nuit, qui est le sommeil pendant lequel on rêve. Voilà. Et il est indispensable. Il est indispensable. Toutes les phases de sommeil sont indispensables. Le sommeil lent, profond, récupérateur, il permet de récupérer de la fatigue physique. Et le sommeil paradoxal permet de récupérer de la fatigue mentale et permet d'enregistrer la mémoire, tous les événements cognitifs finalement. Donc les deux sont indispensables. Et on voit qu'en début de nuit, à partir de 11h jusqu'à 3-4 heures du matin, le sommeil est surtout riche en sommeil lent, profond, récupérateur. C'est pour ça que les gens qui se couchent avant minuit sont des gens qui se réveillent en, toniques et qui ne sont pas fatigués dans la journée, alors que les gens qui se couchent à 2-3 heures du matin, même en décalant, même en ayant leurs 8 heures et en décalant, en se levant à 10 heures, sont fatigués car ils ont un peu abîmé cette phase riche en sommeil lent profond. Mais on s'aperçoit aussi que le sommeil de fin de nuit, celui du petit matin, entre 5h et 7h du matin, lui, il est moins riche en sommeil lent profond récupérateur. Par contre, il est très riche en sommeil paradoxal. Et donc, au lieu des 15 minutes de sommeil paradoxal en début de nuit, on est sur des demi-heures, vous voyez, 30-40 minutes de sommeil paradoxal en fin de nuit. Or, quand le réveil sonne et qui sonne en plein sommeil paradoxal, c'est un peu dommage. On le sait pas, mais on s'en rend compte parce qu'on se souvient de ses rêves. Parce qu'en fait, on a été interrompu en pleine période de rêve. Donc, quand vous vous réveillez et que vous vous souvenez de votre rêve, ça veut dire que votre réveil a sonné en plein sommeil paradoxal. Mais quand nous sommes en vacances, et ça je rebondis sur votre question, il n'y a pas de sommeil. Donc vous vous réveillez de façon naturelle et c'est là que vous réalisez à quelle heure votre cerveau se remet en fonctionnement. Et ça vous permet de calculer le nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin finalement. C'est pendant les vacances que vous évaluez s'il vous faut 7, 8 heures ou 9 heures de sommeil par nuit. Une notion très importante pour la spécialiste de la nutrition que vous êtes. Et vous expliquez qu'un mauvais sommeil peut être responsable de surpoids. Ah ben tout à fait. Le manque de sommeil ou le sommeil décalé
Les deux font grossir. Pourquoi ? Vous dites 300-400 calories par jour pour seulement 4 heures de sommeil par nuit. Mais c'est ça. Mais vous savez, il y a eu des expériences qui ont été faites avec des volontaires qu'on a fait très peu dormir. Pas trop longtemps. Non, vous dites on ne peut pas tenir plus de 11 jours sans dormir. Là, c'est mortel. Sans dormir, c'est mortel. Il y a deux choses qui nous font mourir très vite. Il y a ne pas boire du tout. Oui, c'est pas la grève de la faim, mais c'est la soif. C'est la soif qui sommeil. tue bien avant la grève de la faim totale. Et c'est le manque de sommeil. La soif, c'est 5 jours sans boire, terminé. Le sommeil, 11 jours ou 11 nuits sans sommeil, terminé. Et la grève de la faim, c'est 40 jours. Alors, vous expliquez vous dites, oui. Donc, sur la prise de poids. Oui, parce qu'en fait, ça se comprend aisément. Quand vous êtes en manque de sommeil ou en sommeil décalé, vous êtes fatigué. Quand vous êtes fatigué, vous bougez beaucoup moins sans même vous en rendre compte. Le lendemain, vous vous traînez, vous restez plus souvent assis, vous êtes moins tonique, vous prenez l'ascenseur plutôt que de prendre les escaliers parce que « oh non, aujourd'hui, je le sens pas ». Voyez, vous n'allez pas à la salle de sport quand vous a conseillé parce que « oh non, aujourd'hui, je le sens pas ». Bon, déjà, vous vous économisez inconsciemment et consciemment. Ensuite, le manque de sommeil, le cerveau est au cœur de nos comportements. Donc, un cerveau qui est fatigué, c'est un cerveau qui change nos comportements alimentaires. Quand on est en manque de sommeil, on mange pas de la même façon. C'est comme si notre cerveau intégrait la fatigue, assimilait la fatigue à une hypoglycémie. Donc, en fait, il va vous pousser à manger beaucoup plus de féculents et de produits sucrés. Et ça, vous le voyez bien. Ça, tout le monde l'a expérimenté. Vous n'avez pas dormi assez. Le lendemain, vous mangez du pain avec du fromage, vous mangez des féculents et surtout, vous êtes très attiré par le sucre. Donc déjà, ça change complètement le comportement alimentaire. Donc si on vous a prescrit un régime, c'est impossible à suivre parce qu'évidemment, tout régime vous dit évitez le gras, évitez le sucre et vous en avez encore plus envie parce que vous êtes en manque de sommeil. Donc déjà, vous n'arrivez pas à appliquer votre régime et ça, comme ça vous pousse à manger sucré, ça vous fait grossir. Et d'autre part, troisième point, c'est que le manque de sommeil, ça perturbe les sécrétions hormonales. Et entre autres, ça augmente la sécrétion de cortisol. Cortisol, on en a beaucoup parlé. C'est une molécule qui est sécrétée par les surrénales, ce sont les petits chapeaux qui sont au-dessus de nos reins. L'hormone du stress, en gros. Voilà. Mais le stress peut être très bon pour la santé. Sauf que quand ce stress est chronique, y compris lié au manque de sommeil, ce cortisol est sécrété en quantité trop importante, et on en voit les effets délétères. D'ailleurs, nous, médecins, quand on fait des corticothérapies, on sait très bien que ça fait grossir. Eh bien là, c'est un très bon moyen, le manque de sommeil, que d'augmenter soi-même sa sécrétion de cortisol. Eh bien, le cortisol, ça stimule le développement de la graisse abdominale. Et donc, c'est ce qui donne du ventre. Ça fait grossir de la graisse abdominale, justement, cette mauvaise graisse. Donc, vous voyez que les gens pensent que manquer de sommeil, c'est pas bien grave, je suis un peu fatiguée, je me rattraperai ce week-end. Bon, ça peut arriver une fois dans la semaine, c'est pas bien grave. Mais quand on manque de sommeil chroniquement, c'est là que on voit la prise de poids. Ça peut être 1 à 2 kilos de plus par mois, la fatigue s'installer, voilà. Et puis la graisse abdominale commençait à se développer. Donc, non seulement ça fait grossir, mais ça empêche de maigrir quand on suit un régime. Et c'est pour ça que je dis que quand on veut perdre du poids, alors l'anapsothérapie va s'appliquer à plein de pathologies, c'est évident. Il faut appliquer ces conseils, sommeil, activité physique et nutrition, ou dans l'autre sens, pour respecter à la prévention le terme et à la d'anapso, pathologie. en prévention. Et évidemment, même quand on voit des diabétiques ou des gens qui ont des problèmes, des maladies cardiovasculaires, il faut toujours penser au sommeil. Et moi, si j'ai créé cette formation et ce métier de napsothérapeute, on peut être médecin et napsothérapeute, ou infirmière et napsothérapeute, ou non professionnel de santé et napsothérapeute si on ne fait que de la prévention primaire, eh bien, on aide les gens en optimisant ses comportements à ne pas tomber malade ou à améliorer leur pathologie, comme vous l'avez très bien dit en introduction. Deuxième volet de la napsothérapie, l'activité physique et sportive. Et vous dites, plus on bouge, mieux c'est pour la santé, car bouger, finalement, le meilleur des médicaments. Bah oui. En fait, c'est presque un peu banal que de le dire, parce qu'on le répète beaucoup. Donc ça, je pense que les gens l'ont intégré. Ils savent que bouger, c'est bon pour la santé. Le problème que nous rencontrons, nous, thérapeutes, c'est que tous ces patients que l'on voit en mauvaise santé ou en surpoids sont des gens qui vous disent « moi, j'ai pas envie de bouger ». C'est qu'ils n'arrivent pas à passer à la pratique. Nous, on sait très bien que c'est très bon pour la santé. Pourquoi ? D'abord, on a des grandes jambes, c'est fait pour servir. On n'est pas fait pour être assis sur un siège toute la journée. Bon, en plus, quand on bouge, on fait travailler son cœur, on fait travailler ses articulations, on fait travailler sa respiration, on oxygène ses organes. Bref, toutes les études le montrent, plus on bouge, mieux c'est pour nous. Et on le voit bien, les gens qui sont en bonne santé et qui vieillissent bien sont des gens qui toute leur vie ont été actifs.
Alors vous allez me dire, actif et sportif, est-ce qu'il y a une différence ? Oui. L'activité, c'est quelqu'un qui a ça dans sa mentalité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas les fesses vissées sur son siège toute la journée, à bosser devant son écran, qui prend la voiture pour aller au boulot, qui travaille, qui rentre à la maison avec sa voiture, qui fait les courses avec sa voiture, et puis qui le week-end, hop, c'est pareil, on se repose, on marche un petit peu, et puis point barre. Mais ça représente la moitié de la population. C'est une catastrophe. Alors, les Jeux Olympiques vont peut-être nous permettre cette prise de conscience et vont certainement inciter... Pour beaucoup, c'est plutôt canapé télé. Hein. Oui, ça a été. On regarde les autres. Je ne sais pas si c'est utile pour la santé. Pour le moral, peut-être, mais pour la santé, je ne suis pas sûr. Ouais. Mais on va voir ce que ça va donner en termes d'inscription dans les salles de sport à la rentrée. Alors après, il faut toujours se méfier parce qu'il y a l'effet « j'ai envie », puis au bout de 3 fois, les gens arrêtent. Bon, ça, c'est le coup classique. Donc, il faut qu'il y ait vraiment un déclic profond et sincère au fond de soi qui nous invite à bouger davantage. Et donc, il faut faire une différence entre l'activité physique, qui est tout simplement le fait de monter des escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, de marcher un petit peu plus vite dans la rue, de laisser sa voiture et de prendre, si on le peut, ses jambes à son cou pour marcher le plus souvent possible, de prendre le bus et de s'arrêter 3 stations avant. Ça paraît des trucs qu'on rabâche depuis des années et des années, mais les gens ne le font pas. 5 minutes par heure. Mais bien sûr. Quand on voit les chiffres de la sédentarité, certains restent 8, 9 heures à faire des mots croisés devant l'ordinateur, le télétravail, sans bouger ou en bougeant pour aller prendre une douceur dans le réfrigérateur. Mais tout à fait. Mais vous savez que la sédentarité, maintenant, est considérée comme un facteur de risque de maladie cardiovasculaire à elle toute seule, hein, au même titre que le paquet de clopes tous les jours, ou au même titre que le diabète, l'obésité. Le simple fait d'être sédentaire, c'est avoir un facteur de risque supplémentaire, un jour, de faire un infarctus, un AVC, dans 20 ou 30 ans. Donc, en fait, il faut bouger. Déjà, c'est une bonne chose. Vous dites que ça doit être un rendez-vous incontournable et tous les jours. Donc, faire vraiment un planning qui tient compte de l'activité Absolument. physique. Tous les jours, il faut avoir rendez-vous avec soi-même. Alors, on peut avoir rendez-vous avec soi-même de façon différente. Parce que chacun a sa vie. Quelqu'un qui commence à 8 heures du matin et qui rentre chez lui à 19h, on me dirait, ça fait long. Hein, bon, mais il y a des gens à qui ça arrive. Je ne vais pas leur demander, quand vous rentrez à 19h, les personnes sont crevées. Allez, faire du sport allez jusqu'à à la salle de 22h. sport. Et puis, c'est pas bon pour le sommeil de faire du sport en soirée, un sport intensif. Tout à fait. Bon, donc il faut être réaliste. Il faut discuter avec la personne et trouver ce qui lui convient. Une personne qui commence tôt et qui termine tard et qui est fatiguée, il faut discuter avec elle s'il n'y a pas moyen, par exemple, au moment du déjeuner, s'il y a une salle de sport près du boulot, d'y aller, ne serait-ce que 30 minutes. On ne demande pas de faire vraiment des choses Vous dites faire ce qu'on aime, où on aime, comme on aime, seul ou en compagnie, ambiance animée ou intime, en extérieur ou en salle, à l'horaire qu'on préfère, car le plaisir est essentiel. Ah mais c'est essentiel, si vous faites quelque chose sous la contrainte, vous ne le ferez pas longtemps, ça c'est sûr. Donc il faut se donner le moyen, et prenons l'occasion de cette rentrée, se dire, qu'est-ce que je pourrais faire ? J'ai une salle de sport près de chez moi, allez hop. Dans les 5 jours de la semaine, je m'organise 2 jours, par exemple, où je vais rentrer plus tôt pour aller faire ma séance de sport. Si on en fait déjà 1 ou 2 fois dans la semaine et qu'on en refait le samedi et qu'on en refait le dimanche, c'est bon et qu'on marche tous les jours au moins 30 minutes. Alors, soit c'est de la marche, active si on le peut, soit si on n'a pas la possibilité parce qu'on habite à Paris, parce qu'on est dans un quartier, il n'y a pas un parc, eh ben, au moins, vous venez de le dire, au bureau, on se lève toutes les heures. 5 minutes, 8 fois 5 égale 40 minutes. Ben, pendant 40 minutes dans la journée, on a été actif. Pour vous, docteur Plumet, qui êtes spécialiste des régimes, je pense que vous serez d'accord. On a eu la semaine dernière le docteur Christophe de Gégère, qui est médecin de la longévité, et il disait un régime sans activité physique, c'est presque délétère. Mais complètement. Et c'est pour ça que les coachs sportifs font la formation de napsothérapie. Parce que quand ils ont des clients qui viennent les voir en disant « j'aimerais bien perdre mon petit ventre » et qu'ils viennent faire 3 séances par semaine, ben on n'y arrive pas. S'ils ne dorment pas suffisamment et s'ils ne mangent pas correctement, ils ne vont jamais y arriver. Donc, s'intéresser uniquement à l'un des 3 piliers, ça compromet complètement l'objectif, entre autres, perte de poids. Il faut être aligné sur les 3. Le 3e volet de la napsothérapie, là on est vraiment de plein pied dans votre spécialité, c'est la nutrition. Et vous dites une alimentation saine et gourmande, bien manger et manger bien. Alors c'est quoi bien manger et manger bien ? Déjà, bien manger, ça veut dire ne pas sauter de repas. Bon, si on a au moins 2 qu'il ne faut pas sauter, c'est le déjeuner et le dîner. Le petit déjeuner, ça dépend des gens. Parce qu'il y en a qui pratiquent le jeûne intermittent, il y en a à qui ça réussit, d'autres à qui ça ne réussit pas. Il faut d'abord bien se connaître.
Il y a des gens qui tiennent absolument à leur petit déjeuner. Il n'est Vous pas êtes, question vous de le êtes pas supprimer. très pour les jeunes, vous êtes vraiment pour les 3 Oh repas, oui. une collation. Mais oui, parce qu'il faut considérer son corps comme une usine qui fonctionne 24 heures sur 24. Il n'y a pas de raison de la priver de carburant comme ça parce qu'on a décidé que pour perdre quelques kilos, on allait le faire. On met notre corps en situation de stress en le privant de nourriture. Et je dirais même plus que ça le met en capacité de stockage. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont fait des régimes où elles mangent moins, où elles sautent des repas et où elles suivent des régimes complètement, bref, cétogènes, hyperprotidiques et compagnie, sont des personnes qui sont très contentes sur le moment parce qu'elles maigrissent, ça c'est sûr. Mais par contre, elles le savent bien. Ça, elles reprennent les kilos après et même plus. Donc moi, les obèses que je vois, les personnes qui souffrent d'obésité, elles ont fait des régimes toute leur vie. Et elles ont pris de plus en plus de poids. Donc les régimes, quand Le ils sont phénomène mal du faits... yo-yo. Mais bien sûr. Parce que plus vous privez votre corps, plus vous l'habituez à stocker. C'est logique. Moi, si je vous dis demain, tous les magasins seront fermés, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout de suite faire vos stocks. Aujourd'hui, c'est pareil pour le corps. Il n'a pas ses calories, il n'a pas ses protéines, il n'a rien de tout ça. Il s'installe tout doucement dans les carences, donc fatigue plus, donc je bouge moins, donc je prends du poids. Et puis il stocke beaucoup plus. Il stocke beaucoup plus parce qu'il baisse. Il baisse ses dépenses énergétiques. Une notion qui était importante, je crois qu'elle sortait de votre ouvrage précédent, ça m'avait interpellé, c'était les associations, les illusions nutritionnelles avec des associations trompeuses. Oui. Et vous expliquiez que, par exemple, manger un cheeseburger avec de la salade, c'est sous-évalué par rapport à un cheeseburger Oui. seul. Oui, comme s'il y avait des calories négatives. C'était très drôle. Quand on interrogeait les gens sur combien de calories vous consommez quand vous mangez un cheeseburger et combien vous en consommez quand vous mangez votre cheeseburger avec une salade, les gens disaient, je sais pas moi, 300 calories pour le cheeseburger et 200 calories quand il y a une salade à côté. Et vous donniez l'exemple si... de la salade et du gâteau en disant, oui, tout le monde va dire, la salade, voilà, il y a moins de calories, mais de temps en temps, vous allez avoir une salade qui est quand même avec beaucoup d'huile. Ah oui, tout à fait. Donc pour rebondir sur votre question, manger bien et bien manger. Donc déjà, manger bien, c'est assurer à son corps tout ce dont il a besoin tout au long de la journée. Et c'est pas pour rien que d'ailleurs notre corps nous le rappelle. C'est pas pour rien qu'on a faim toutes les 4 ou 5 heures. Hein. Quand vous vous levez le matin, vous avez faim. Bon, donc vous mangez. Ensuite, vous prenez votre petit déjeuner, vous allez au boulot. Vers midi, 13 heures, vous avez faim. Donc il est normal de manger. Donc vous voyez, la physiologie nous le rappelle. Notre corps, quand l'estomac est vide, eh bien, il appelle à être rempli. Donc, déjà, notre corps nous dit qu'il est bon de manger 3 fois par jour. Donc, il n'y a pas de raison de l'en priver. Donc ça, manger bien, c'est bien manger, c'est déjà manger 3 fois par jour. Bon, petit déjeuner, dîner. Ensuite, bien manger. Bien manger, c'est quoi? Alors, c'est pas être... Alors, tout dépend dans quel contexte on se situe, si c'est tout simplement pour être en bonne santé ou si c'est pour perdre du poids. Une alimentation équilibrée, c'est une alimentation qui est variée, déjà. Nous avons la chance, en France, quand on rentre dans un magasin, d'avoir pléthore d'aliments. C'est vrai, quand on va voir le rayon des légumes et des fruits, c'est magnifique. Toutes ces couleurs, ça appelle finalement à les acheter et à les manger. Bon. Le rayon des laitages qui fait parfois 10 mètres. Oui. Et des boissons, mon Dieu. Des boissons sucrées. Ah oui, ça c'est une catastrophe. Bon bref, il y a pléthore d'aliments, donc que choisir là-dedans? C'est le bon sens. Notre corps, il a besoin d'un peu de tout. Un peu de viande, un peu de poisson ou un peu d'œufs. Chacun de ces aliments apporte des protéines et des choses complémentaires. Il a besoin de légumes, de fruits, les fibres, les vitamines, les antioxydants. Faut pas oublier que le vieillissement, c'est de l'oxydation. Hein. Eh bien, vous allez nous expliquer ça après une courte pause où on va revenir. Je pense que Nicolas a beaucoup de questions à poser. Sommeil, activité physique et puis nutrition. Et puis voilà, il y aura une petite partie lecture, tiens aussi. À tout de suite. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.
Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. De retour pour la deuxième partie, toujours en compagnie du docteur Laurence Plumet pour Napsothérapie, nutrition, activité physique, sommeil, une approche révolutionnaire de la santé, paru aux éditions Erol. Je disais en vous présentant, donc vous êtes à l'initiative de ce site internet napso-thérapie.org. On s'y rend facilement. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, on y trouve d'abord tout le déroulé de la formation, puisque en fait, c'est une formation qui a été pensée complètement par moi et le comité scientifique composé de médecins. Ce sont des branches finalement de la thérapeutique, mais des branches très importantes. Ah, tout à fait. Et c'est une formation qui est accessible aux professionnels de santé et aux non-professionnels de santé aussi. Tout dépend de l'objet, de la façon dont on veut utiliser les connaissances qui seront transmises lors de cette formation. C'est une formation qui dure 9 mois. Qui se fait totalement à distance, donc il n'y a pas de présentiel. Il y a 3 jours de travail par mois, il y a un abondant matériel pédagogique, il y a des évaluations mensuelles, il y a des visioconférences, il y a un examen final, donc c'est très très sérieux. Et ça vous délivre à la fin un diplôme de conseil de prestation en napsothérapie ou alors le titre de napsothérapeute. Tout dépend du profil que l'on a quand on s'inscrit. Donc, c'est une formation qui est accessible à tous, à condition qu'on ait quand même un bon bagage, pas forcément médical, mais qu'on soit très motivé. Et quand on est napsothérapeute, finalement, eh bien, on devient un préventeur santé. Alors, quand on est médecin ou infirmière, on fait de la prévention primaire et secondaire, c'est-à-dire qu'on fait des conférences de sensibilisation pour des gens qui ne sont pas malades, mais qui pourraient le devenir s'ils continuaient de mal manger, mal dormir et pas bouger assez. Et puis, pour les médecins qui sont également napsothérapeutes, dans ce cas-là, ils utilisent la napsothérapie pour aider à mieux soigner leurs patients. Puisqu'en fait, un diabétique, il a besoin de bien dormir, de bouger, ça fait partie de la thérapie. Et c'est ce qu'on n'enseigne pas assez aux médecins. Qu'est-ce qui a initié la réunion de ces 3 piliers thérapeutiques, la nutrition, l'activité physique, le sommeil? Ça manquait auparavant? Ah, mais tout à fait. C'est pour ça que j'ai complètement créé ce concept, cette formation et ce diplôme, parce que je suis choquée de voir qu'on s'intéresse qu'à la nutrition et pas assez aux 2 autres piliers. Il n'y a personne pour s'en occuper. Mais oui, parce que quelqu'un qui dort pas bien, il va voir qui ? Le médecin, il n'a pas le temps de s'occuper de lui, puis il n'a pas reçu de formation pour ça. Il ne va pas aller voir un médecin du sommeil parce qu'il n'est pas vraiment malade encore, vous voyez. Donc, il n'y a personne pour s'occuper de ces gens-là au titre de la prévention. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, il faut créer un métier avec des gens qui maîtrisent ces 3 piliers. Et c'est la seule formation et c'est le seul métier qui le fasse. Alors, on continue de se balader à l'intérieur de ces 3 piliers fondamentaux. Et tiens, je convoque Marguerite Yourcenar, un peu de littérature, parce qu'elle parle dans Mémoires d'Adrien, ce chef-d'œuvre sublime qui fait un peu le solde de tout compte d'une vie à la fois d'empereur et d'homme, les Mémoires d'Adrien. Donc, on doit remonter, si on remonte à la médecine vieille d'il y a 2000 ans, et encore plus, tiens, je vous lis cette petite partie sur le sommeil. C'est Adrien donc qui parle à travers la plume de Marguerite Yourcenar de tous les bonheurs qui lentement m'abandonnent. Il a 60 ans, Adrien. De tous les bonheurs qui lentement m'abandonnent, le sommeil est l'un des plus précieux, des plus communs aussi. Un homme qui dort peu et mal, appuyé sur de nombreux coussins, médite tout à loisir sur cette particulière volupté. J'accorde que le sommeil le plus parfait reste presque nécessairement une annexe de l'amour. Repos réfléchi, reflété dans 2 corps. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le mystère spécifique du sommeil goûté pour lui-même, l'inévitable plongée hasardée chaque soir par l'homme nu, seul et désarmé, dans un océan où tout change, les couleurs, les densités, le rythme même du souffle et où nous rencontrons les morts. Alors, quand Marguerite Yourcenar dit l'océan, un océan où tout change, je vous en avais parlé dans la première partie, c'est la différence des sommeils. Sommeil paradoxal, sommeil profond. Tout à fait. Le cerveau est très actif pendant le sommeil. Et donc, on a tout l'inconscient qui remonte, les rêves. C'est pas pour rien que Freud s'était beaucoup intéressé aux rêves. On en a beaucoup parlé. Et c'est le reproche finalement qu'on fait aux hypnotiques et aux benzodiazépines de supprimer cette phase très très importante du sommeil. Bien sûr. Oui, tout à fait. On a beaucoup parlé du sommeil. Vous avez dit dans la première partie 8 heures, 7-8 heures. 8 heures, c'est mieux. Oui. Quid de la sieste parce que dans l'univers de l'entreprise, vous disiez aussi, les gens travaillent, ils partent à 8 heures, ils reviennent à 19 heures. Il y a très peu d'entreprises. Je sais que des entreprises américaines... Il y a des initiatives là maintenant. Oui, des entreprises américaines
chaînes Et asiatiques. et asiatiques, Google notamment, et puis d'autres, Oui. qui laissent Qui permettent, des fauteuils en place, mais c'est très rare. Mm. Honnêtement, c'est très rare. Les gens qui bossent, ils peuvent pas faire Oui. de sieste, et pourtant, Et c'est souvent, important. souvent, les conseils qu'on donne aux personnes qui dorment mal, c'est surtout ne faites pas de sieste. Voilà. Alors, justement, parlons de la sieste idéale. Et puis après, on parlera de la sieste un peu pathologique. Alors, la sieste idéale, c'est une sieste qui est courte, qui fait 15-20 minutes, qui fait que le cerveau entre en phase 1 et 2, mais n'a pas le temps de rentrer dans la phase 3, qui est le sommeil lent profond. Parce que si on fait une sieste plus prolongée et qu'on tombe dans le sommeil lent profond, on va avoir beaucoup de mal en se réveillant On est cassé. à émerger. Mm. Et très souvent, les gens le disent, oh là là, moi, il faut surtout pas que je fasse de sieste parce qu'après, je suis pas bien, je suis beaucoup moins actif qu'avant. Et c'est un fait. Donc, il faut rester dans les phases 1 et 2. Et c'est pour ça que la sieste idéale, elle est de 15 à 20 minutes. C'était Dali qui prenait ses clés dans sa main et quand les clés tombaient, voilà, ça le réveillait. Et il estimait qu'il avait assez dormi parce que il s'était écoulé 10-15 minutes. On peut mettre son petit réveil. Ou alors, il y a des gens qui se programment. Moi, par exemple, j'ai une relation privilégiée avec mon cerveau. Je lui dis, écoute, je vais faire une petite sieste, mais je me réveille dans 15 minutes. Hein, OK ? Je me réveille dans 15 minutes. Donc, mon cerveau a inconsciemment enregistré le fait qu'il fallait que je me réveille dans 15 minutes. Certains prennent un café à la fin du Oui. déjeuner pour faire une sieste très C'est courte. ça, c'est ce que je dis. Bravo. Alors effectivement, la petite astuce, c'est que vous buvez votre café au moment de vous endormir. Parce que la caféine passe très vite dans le sang. Et pile poil, à 15-20 minutes, elle est déjà au maximum. Donc hop, ça vous aide à vous réveiller. Vous êtes sûr de ne Donc pas ça, faire c'est la une petite sieste de astuce. 2 heures. Voilà, exactement. Donc ça, c'est la sieste qui vous permet de recharger les accus. Quand vous avez dormi 15-20 minutes, vous rechargez les accus pour 2 heures à peu près. Mais plus vous faites une sieste courte, par exemple une sieste très très courte de 5 minutes, c'est presque une pause dans son fauteuil, on ferme les yeux, on fait de la cohérence cardiaque, on respire bien, voilà. Ça recharge les accus pour 1 heure. C'est l'idéal avant une réunion qui sera un peu difficile. Voilà. Maintenant, si on doit assumer une après-midi de travail, c'est bien de faire la petite sieste de 15-20 minutes. Et il y a des entreprises qui le proposent, voire même qui l'imposent. En Asie, ils l'imposent parce qu'ils attendent de leurs salariés. C'est pas venu encore. Non. Non, non, on a beaucoup Il y a de même progrès là à une faire. culpabilité. Oui. Le télétravail et la sieste à la maison. Ouais, c'est mal vu. Déjà, télétravail, pas le lundi, pas le vendredi, parce que, voilà, on se méfie. Bon, et alors, il y a la sieste pathologique, des gens qui disent, moi, là, je peux pas me passer de sieste, mais quand je m'endors, je dors 1h30. Voilà, il me faut mon 1h30. Alors ça veut dire qu'il y a un manque de sommeil chronique. C'est pas normal. Dormir 1h30 toutes les après-midi, c'est un signe de sommeil pathologique. Donc, il faut impérativement aller consulter un service du sommeil qui peut se trouver à l'hôpital ou un pneumologue diplômé du sommeil qui peut faire une polygraphie ventilatoire en ville ou une polysomnographie à la recherche d'apnée. À la recherche d'apnée, bien évidemment. Et je répète ce que vous avez dit dans la première partie, c'est avant minuit le soir pour aller se coucher. Je reviens à la nuit et puis à la sieste. Avant minuit, vers 23h. Pas d'écran bleu et puis se détendre pour profiter avant minuit de la bonne mélatonine, celle d'avant minuit. C'est ça. Alors, pas de musique agressive, pas de lumière, on baisse les lumières. Et dès qu'on commence à bâiller ou à se sentir fatigué, on va au lit. Petit conseil aussi, parce que beaucoup de patients se réveillent plusieurs fois dans la nuit pour aller faire pipi. Donc, les gens boivent trop peu dans la journée. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est éviter de boire trop peu et de boire beaucoup le soir, parce que là, vous êtes assuré de vous lever 3 fois dans la nuit. Bon. Donc, en fait, il faut beaucoup boire dans la journée. Ça commence dès le matin. C'est à peu près 1,5 litre d'eau. Enfin, quand je dis beaucoup, ce sont les besoins du corps. Jusqu'à 17h. Oui, mais même au dîner, on peut boire un verre. Enfin, si on prend un bol de soupe, on boit un verre d'eau, point barre. En plus, on l'éliminera avant d'aller se coucher. Voilà, on va faire la vidange avant d'aller se coucher et peut-être qu'on se levera qu'une fois. Mais une fois, c'est normal. Une fois, c'est normal. 2 fois, c'est limite. 3 fois, c'est pas normal. Donc, soit il y a un problème de sommeil, soit il y a un problème de vidange, soit il y a un problème de prostate, si c'est un homme. Bref, mais il faut avoir l'attention attirée. Quelqu'un qui se lève plus de 2 fois dans la nuit, ça n'est pas normal. Examen médical, aller voir son médecin, en parler et étudier le sommeil. Et puis surtout,
Boire, c'est 8 verres d'eau dans la journée, parce que c'est à peu près ce qu'il faut. En somme, c'est quasiment un verre d'eau toutes les heures. Et moi, le conseil que je donne à mes patients, c'est quand vous êtes allés aux toilettes, allez boire un verre d'eau après. Comme ça, vous apportez à votre corps ce qu'il a perdu. Et la personne est sûre de ne pas être déshydratée et d'avoir 100 litres et demi d'eau dans la journée. Et donc, le soir, une soupe, un verre d'eau, ça suffit amplement. Et dernière question sur ce saut de Napso, le sommeil. Oui. En janvier, Gabriel Attal expliquait dans le Figaro qu'il dort en moyenne 4 heures par nuit. Est-ce que c'est selon les gens? Il y a des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup dormir finalement. Oui, alors tout dépend de la catégorie à laquelle il appartient. Si c'est un petit dormeur, comme le président Emmanuel Macron, c'est pareil, c'est un petit dormeur. 3-4 heures par nuit aussi. Voilà, donc, alors comment sait-on que ce sont des petits dormeurs? Eh bien, ce sont des gens qui se réveillent en pleine forme. Voilà. Quand vous êtes en manque de sommeil, que vous ne dormez que 4 nuits alors qu'il vous en faut 8, que 4 heures alors qu'il vous en faut 8, vous vous réveillez, mais alors fatigué plus. Il vous faut 10 cafés pour émerger et vous devez vous imposer une pression du feu de Dieu pour tenir le coup dans la journée. Et ensuite, les jours s'accumulent et le week-end, vous êtes mort de fatigue. Alors, vous pouvez toujours récupérer et vous lever à 13h le samedi, mais si vous vous levez encore à 13h le dimanche, bonjour pour vous coucher à 10h, à 22h le dimanche même. Vous allez être décalé, vous allez entretenir un décalage. Donc, de nouveau, vous allez vous coucher à 2h du matin le dimanche parce que vous ne trouvez pas le sommeil avant, puisque vous vous êtes levé à 13h. Et alors, le lundi, je ne vous raconte pas. Vous expliquez d'ailleurs dans votre livre, vous dites il ne faut pas essayer de rattraper le week-end une dette de sommeil. Tout sommeil perdu ne se rattrape pas. C'est perdu, c'est perdu. Ça a été un dommage pour le cerveau. Si on est petit dormeur, on s'en fiche. Peut-être que Gabriel Attal n'a besoin que de 4 heures de sommeil par nuit. Certes, il dit quand même qu'il est un peu fatigué et qu'il a besoin de... Mais il faut dire qu'il a une pression forte. Il faut être costaud pour supporter toute cette charge mentale. Ou alors, il est probablement quand même un petit dormeur, ce qui l'aide à supporter cette charge mentale. Mais en ce qui concerne le rattrapage, je conseillerais plutôt, au lieu de se lever à 8 heures, par exemple, le samedi, de se lever à 10 heures, autrement dit, de n'avoir que 2 heures finalement de décalage, qui est tout à fait bien, et de commencer la journée à 10 heures, ce qui fait que ça ne décale pas trop les repas. On prend son petit-déj à 10 heures, on déjeune à 14 heures, et on dîne à 20 heures, c'est bon. Tandis que quand on se lève à 13 heures, non seulement on a du mal à émerger, on a perdu la moitié de sa journée, mais en plus de ça, il n'y a pas de petit-déj. Ou alors, si on en prend le déjeuner est à quelle heure? On est en jet lag. 17 heures. Mais voilà, tout est décalé. C'est un week-end qui, au final, est beaucoup plus fatigant. Alors, on a compris, c'est la régularité qui importe. Voilà, dans la nuit, dans le sommeil, et un bon matelas. Un bon matelas. Ah oui. C'est faux. Non, mais vous n'en avez pas parlé, mais j'en ai un nouveau et je peux vous dire que ça fait la différence. Il faut avoir un super bon matelas, ferme et souple à la fois. Une fois qu'on a bien dormi, activité physique, deuxième pilier. Oui. Je voudrais dire un mot des enfants. Bien sûr. Est-ce qu'on peut parler du sommeil et des enfants? Vous l'avez dit en première partie, avant minuit, eux aussi, ils vont se coucher trop tard. Les enfants, moi je suis très préoccupée parce que les enfants ont besoin de 10 heures, 11 heures de sommeil par nuit. Quand un enfant doit se lever à 7 heures du matin pour commencer l'école à 8 heures, s'il se couche à 10 heures, il est en manque de sommeil chronique. C'est une catastrophe. Je vois beaucoup trop d'enfants qui se couchent beaucoup trop tard. Il y a un laxisme de la part des parents. Moi, je fais partie de cette génération. Et moi aussi, j'ai mon père ici présent dans le studio. Il est là aujourd'hui, le docteur Serge Rafal. Vous savez à quelle heure il m'envoyait me coucher? Alors, dites-le, témoignez. 21h30. Ah non, c'était pas 21h30. C'était pas 21h30. C'est beaucoup trop tard. Non, il était beaucoup mieux que ça dans son éducation, cher papa. Voilà. Non, c'était 20h30. 20h30. Le week-end, 21h. Il y avait Dallas. Voilà. C'était 21h15 le week-end. C'était la belle époque, ça. Non, mais on dormait bien. Merci, papa. Donc, il y avait des principes. L'enfant en mangeait à 19h. Hop, il sortait de table à 19h30. Et ensuite, hop, tout doucement, la chambre, 20h. Et hop, au dodo, 20h30. On racontait la petite histoire. Et l'enfant, il s'endormait à 20h30. Maintenant, c'est une catastrophe. Vous dites qu'il y a des conséquences sur la croissance. Mais totalement. Parce que pendant la nuit, quand l'enfant a son quota de sommeil, 9, 10, 11 heures de sommeil selon l'âge de l'enfant, plus il est jeune, plus il a besoin de sommeil. On va dire quand il est tout petit, avant 3 ans, il lui faut 11 heures de sommeil. Entre 3 et 5, 6 ans, c'est 10 heures de sommeil. À partir de 6, 7 ans, allez, on est entre 9, 10 heures. Mais chez l'adolescent, c'est pareil, il faut 9, 10 heures de sommeil. Bon, bref, j'en reviens à mon enfant. Pendant le sommeil, s'il a son quota de sommeil, il faut savoir que pendant que le cerveau donc fonctionne, pendant ces heures de sommeil, il y a une sécrétion d'hormones de croissance. La sécrétion d'hormones de croissance ne se fait que sur les temps de sommeil. Ça veut dire qu'un enfant qui est chroniquement en manque de sommeil, déjà il se réveille fatigué,
déjà, il réclame de rester dans son lit le plus longtemps possible. Donc déjà, le petit déjeuner, il saute. Donc non seulement il va à l'école fatigué, il bouge moins, il a sauté le petit-déj. Donc je ne vous raconte pas la capacité de concentration et de mémorisation, c'est lamentable. Et d'ailleurs, les instituteurs le disent, les enfants, ils s'écroulent sur leur bureau. Et donc, c'est une catastrophe pour les enfants. Ils prennent du poids, ils mangent mal, ils sont chroniquement fatigués et ils ne sont pas dans des conditions optimales de croissance. Alors ça ne veut pas dire qu'on sera plus petit si on ne dort pas suffisamment, mais ça peut quand même jouer sur 1 ou 2 centimètres, parce que c'est quand même une question de génétique, mais le fait d'être chroniquement en manque de sommeil chez un enfant, c'est vraiment toxique. Vous pensez que ça intervient de la même façon, docteur Plumet, parce qu'on dit l'alimentation des aliments ultra transformés est responsable, ou en grande partie responsable de l'épidémie d'obésité ou de surcharge pondérale. Bien sûr. Et là, vous dites que probablement le manque de sommeil intervient également. Ah mais complètement, tout est conjugué. L'explosion de prise de poids que l'on voit chez les jeunes, chez les adolescents, chez les adultes, tout le monde est concerné. Ça explose. On est en 2024. Oui, 45% de la population, là, 30% en surpoids, 15% d'obésité. Voilà. Et on estime qu'en 2050, on en sera où en sont les Américains à l'heure actuelle, 30% d'obésité, si on continue comme ça. Donc, il faut absolument, si les parents nous écoutent, il y en a forcément qui nous écoutent. Voilà. Donc, les enfants au lit à 20h et dodo à 20h30. Je parle des très jeunes enfants. Ensuite, enfants plus âgés, entre 10 et 15 ans, au lit à 21h grand maximum. Et chez les adolescents, au lit à 22h grand maximum. Ça, c'est un gros problème avec les ados parce que le cerveau ne fonctionne pas de la même façon et chroniquement, ils ont bien sûr. Je peux vous dire que la tablette reste... Le score est explosé de 3 heures par rapport à vos préconisations. Ah, mais complètement. Les enfants et les ados, ils sautent 1 à 2 cycles de sommeil par nuit. Ça fait l'équivalent d'une nuit blanche par semaine. Vous comprenez les dégâts que ça peut faire sur le corps d'un enfant en pleine croissance. Absolument. Et chez un ado aussi. C'est pour ça qu'ils sont chroniquement fatigués. Alors, deuxième pilier, dans un monde où tout va bien, comme avec Pangloss dans Candide de Voltaire, dans le meilleur des mondes possibles, sur l'activité physique, il y a un moment pour faire de l'activité physique qui est un peu idoine, qui est mieux que d'autres. C'est le matin pour une activité physique, si possible à jeun, et là, il faut faire quelque chose qui aille dans l'endurance plutôt que dans la brièveté de l'exercice. Tout à fait. Alors, si on est dans l'objectif de perte de poids, si on veut maigrir, le sport, idéalement, il faut le faire le matin avant le petit déjeuner. Pourquoi ? Parce que quand on fait du sport, on va capter l'énergie dans les réserves de glycogène. Les réserves de glucose. Il ne faut pas oublier que c'est le principal carburant du muscle. Donc, on va les taper d'abord dans les réserves qui sont dans le foie et dans les réserves musculaires. Et ça prend 30 à 45 minutes et ensuite, on commence à taper dans le gras. Donc, ça veut dire que quand on fait 1 heure de sport, pendant les 45 premières minutes, si on le fait après un repas... on a juste éliminé un petit peu le repas. Voilà, on a brûlé en fait les calories apportées par le repas. Donc, on évite de grossir, certes, parce qu'au lieu de stocker ces calories dans le gras, eh bien, elles ont été captées, finalement, ces calories par les muscles en mouvement, mais ça ne fait pas maigrir pour autant. Ça évite de grossir, mais ça ne fait pas maigrir. Alors que, si vous faites votre sport le matin, à jeun, avant le petit déjeuner, qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit ? Pendant la nuit, le corps continue de fonctionner, et donc les réserves de glucose, des muscles et du foie se sont considérablement amenuisées. Donc, quand vous faites votre sport le matin à jeun, vous tapez beaucoup plus vite dans votre gras que si vous le faites 2 ou 3 heures après un repas. Donc, si on est dans l'objectif de perte de poids, il faut faire son sport à jeun le matin. Alors, ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut une volonté incroyable pour aller courir à 6 heures du matin. Mais le mieux, c'est d'avoir chez soi un rameur ou un tapis ou un vélo ou un elliptique et de se mettre en selle. On se lève, je sais pas moi, à 7 heures du matin. Si on doit partir à 8h30 au boulot, on se lève à 7 heures. Tac, tac, allez, un petit coup d'eau froide sur le visage, un petit café, ça, il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'est pas sucré, il n'y a pas de problème. Petit café pour le tonus, et hop, c'est parti. Une musique entraînante, et c'est parti. 30 minutes, c'est déjà pas mal. Bon, c'est déjà beaucoup. Ah oui. Mais on fait comme on peut. On peut commencer par 15, et puis ensuite 20, et puis ensuite 30, il faut se sentir bien. Une bonne douche, et là, on a une pêche d'enfer. On prend son petit déjeuner, donc un laitage, du pain ou des céréales, un fruit, et la journée a commencé. Et là, je peux vous dire que si vous faites ça tous les matins, parce que c'est la régularité qui est payante, vous maigrissez nécessairement.
Et vous dites Et que en sur mangeant bien. le choix des activités, vous venez d'en parler, Oui. il est très important aussi. Oui. Le meilleur sport de tous, c'est presque, si on peut dire ça, ce serait la natation. Là où on perd le plus de calories, où on met le plus son corps finalement en action, et avec Oui. un rapport perte de calories, Oui. intensité. Alors, c'est vrai que la natation fait travailler tous les muscles. Hein. Mm. On voit bien. Hein. Là, Tout- on va passer tout 1 travaille. heure assis ensemble, on aura perdu 100 calories. Mais Seulement. 100 calories seulement, mais c'est déjà 100 Seulement. calories de perdues en oui. étant 1 heure assis. Oui, oui. Contre 200, 250 si on marche, contre 300 si on marche vite, voire si on court, Mm. et 350 à 400 Du vélo, si- 300 à 600 calories par la heure, natation. du tennis, 450 calories Oui. par heure. Oui. Ah bah oui, le différentiel, il est vite fait. Mais ceci dit, waouh, on se dit c'est génial. Mais un pain au chocolat, c'est 300 calories. Hein. Mm. C'est pour ça que c'est parfois décourageant. Mais il faut garder la foi et il faut être régulière. Parce que les calories, ça se brûle difficilement et ça se consomme très facilement. Alors, C'est puisque pour vous ça faites que la lutte contre le surpoids, elle est vraiment difficile. Puisqu'il nous reste 5 minutes et que vous Oui. faites le lien avec la Oui. nutrition Oui. de Napso, Ouais. allez, vous allez nous faire vraiment du pratico-pratique Oui. pour tous les auditeurs, auditrices qui nous écoutent. L'œuf, aliment, Génial. alicament génial. Génial. Pourquoi Génial. L'œuf, pas cher, se conserve longtemps, se cuisine sous de multiples formes. Et bon pour le Une- foie. Oui, bah, et bon pour tout Et finalement. bon pour tout. Les meilleures protéines alimentaires qui Pourquoi soient. il avait aussi mauvaise réputation À le- cause du cholestérol du qu'il cholestérol contient. dans le Donc jaune. les gens se sont dit, il a est du mauvais. cholestérol, donc ça il est va mauvais monter pour mon le cœur. cholestérol. Ce qui est Ça maintenant a rien à complètement voir, faux, rien à on voir. le sait très bien. C'est notre foie qui produit le cholestérol. Il vient pas des aliments. Bon, donc Réhabilitation, Nicolas. Ah, de complètement. l'œuf. Tous les jours. ah mais tous les l'œuf, il jours. Quasiment faut le tous les jours. réhabiliter. Ah mais on peut en manger tous les jours. Absolument. 2 œufs, ça coûte pas cher. Franchement, on se prend 2 œufs sur le plat le soir avec une salade verte, un yaourt, un fruit, ça y est. Mm. On a fait un excellent dîner. Bon, donc l'œuf, on le réhabilite. Des protéines, du fer, de l'iode, 9 vitamines sur 13, des lipides d'excellente qualité, voire même aux oméga 3 quand les poules ont été nourries aux graines de lin. Mm. C'est un aliment exceptionnel, pas cher. qui La se conserve viande, bien. vous dites, pour les La plus de viande. 60 ans, c'est parfait. Ah, c'est parfait. Apport de protéines. C'est parfait. Si on a des problèmes de mastication, on prend de la viande hachée. Sinon, toutes sortes de viande. Viande rouge, viande blanche, on alterne. Faut Voilà. insister là-dessus parce que les personnes âgées ont moins d'appétence pour Ah, oui. les protéines et elles risquent plus une sarcopénie, enfin une perte musculaire. Ah, mais c'est le grand problème, la dénutrition, la fonte musculaire, donc les risques de chute. Les protéines, on a un gros problème avec les personnes âgées. Pour les personnes âgées, l'idéal, c'est le poisson sans arête, les œufs et la viande, bien sûr. Donc la viande, du fer, des protéines, vitamines du groupe B, génial, il faut en manger régulièrement. Je dirais que sur les 14 repas de la semaine, on va manger 5-6 fois de la viande, 2-3 fois de la viande rouge, et puis 3 fois de la viande blanche, c'est-à-dire le poulet, le porc, le veau, enfin le veau surtout. Parce que le Alors que porc, non. les recommandations étaient moins importantes. Pendant longtemps, on était avec 2 portions de viande par semaine, 2 portions de Oui. poisson à cause des métaux lourds. Et Mais puis, voilà. Et moralité, les gens manquent de protéines. Alors, il y a des végétariens, il faut respecter les végétariens. Il y a de plus en plus de végétariens et c'est très bien. On peut ne pas manquer de protéines en arrêtant de manger de la viande et du poisson, mais en continuant de manger des œufs. Dans ce cas-là, il faut manger les œufs. Et on a des protéines d'origine végétale avec les légumes secs qu'on les va mettre au lentilles. repas tous les jours. Voilà, donc on peut. Mais attention au manque de fer, attention au manque d'oméga 3 et de vitamine D apportée par les poissons gras. Vous voyez, c'est pour ça que toutes les familles d'aliments sont importantes et doivent être présentes en petite quantité. Donc viande, poisson, œufs à midi et le soir, idéalement. Si on a mangé de la viande à midi, on mange du poisson ou un œuf le soir. Si on a mangé du poisson à midi, à ce moment-là, on peut en manger le soir si on veut, ou alors de la viande, ou alors 1 ou 2 œufs. Vous voyez, mais une source de protéines d'origine animale à chaque repas, en petite quantité, c'est vraiment bien. et un repas léger le soir pour le sommeil. Hein. Ah, ça, c'est très important. Ça, il y a 3 choses importantes à dire. Prenez un bon petit déjeuner le matin, et de 1, pour être en forme pendant les 4 heures qui vont suivre. Mangez bien à midi. C'est quoi un bon petit déjeuner, Dr Plumet, pour vous? Alors, un laitage, ça peut être du lait avec du café ou autre, ou un yaourt, ou du fromage blanc. Chacun fait comme il veut, ou du fromage avec un morceau de pain, comme on veut. On a dit beaucoup de bien des céréales, on en dit plutôt un petit peu moins, les céréales, Ah le bah, petit déjeuner. Mais vous savez, il y a céréales et céréales. Vous avez des céréales qui sont très sucrées et pas très bonnes pour la santé, et vous avez de très bonnes céréales comme les flocons d'avoine, ou des céréales complètes au son, et c'est très bien. Voilà, avec du lait, ou alors avec un yaourt ou du fromage blanc. Ne pas oublier le fruit, très important, pour la vitamine C, les antioxydants, les fibres, à manger ou à boire, un petit verre de jus d'orange, il n'y a pas de problème. Et puis donc du pain complet au sarrasin ou au levain, enfin voilà. Ça, c'est un bon petit déjeuner, plus café, thé,
Voilà. Ça, c'est un petit déjeuner complet et équilibré. Midi, je suis toujours catastrophée de voir que les gens sautent le déjeuner ou mangent très mal, juste un sandwich, un petit truc. Et c'est la cata, parce que le soir, ils Manger un meurent de sandwich faim. en marchant dans la rue. Oui. Bien sûr. Et le soir, ils mangent énormément. Et ça, c'est la porte ouverte à la prise de poids. Il faut faire exactement l'inverse. À midi, plat principal, viande, poisson, œufs, légumes, féculents, moitié-moitié. Fromage ou laitage et fruits. Après-midi, petite collation, amandes, fruits. Et le soir, manger léger. Manger léger, c'est un petit bout de viande ou de poisson ou un œuf ou rien si on prend des légumes secs. Des légumes, surtout beaucoup de légumes le soir. Soupe, salade composée, légumes cuits. Et puis on termine par un petit laitage et un fruit. Mais toujours léger le soir. Le soir, on évite l'alcool, on évite les pâtes bolognaises, on évite les plats en sauce, on évite le pain et le fromage et on évite les desserts sucrés. Et la sucrerie dans la soirée. Mais oui, parce que c'est simple. La nuit, on dort. Comme on dort, on brûle pas de calories. Donc un dîner, ça devrait pas dépasser 600 calories. Et 600 calories, c'est mon omelette, ma salade verte, mon yaourt et mon fruit. Eh bien, toutes les calories excédentaires, j'ai terminé. on a fait un tour d'horizon Elles vont être stockées en presque. gras. On a fait un tour d'horizon presque complet de cette napsothérapie, nutrition, activité physique, sommeil, cette trilogie au service de votre. Je le montre pas bien, en plus aux éditions Erol. Regardez, voilà, il est là, il est beau. Et il vient de sortir, il est tout chaud. On dort 8 heures, on mange bien, on fait du sport. Et en principe, voilà, on prend l'escalier, même à l'endroit où on habite. Si on habite au rez-de-chaussée, on déménage. Voilà, c'est comme ça, dorénavant. Voilà, j'espère qu'on vous aura donné pas l'entièreté de tout ce qu'il faut faire pour avoir une vie accomplie, heureuse. Et longue. Mais on aura essayé de dresser ce tour d'horizon. Merci, docteur Merci. Laurence Plumet, d'être venu nous visiter. Merci À la vous prochaine aussi. pour un nouvel Oui. ouvrage. Et puis on se rend sur le site napso-thérapie.org. Bravo. Voilà, pour avoir Toutes la les suite. informations. Vous avez vu un peu cette mémoire? C'est Mais parce que je mange du poisson Et gras, ben voilà. docteur Serge. Et ben Rafal. Du macro. Et des Tout. sardines. Et des Tout sardines. n'a pas été mauvais dans l'éducation finalement. Ah bah tout a été bien. D'ailleurs, je vais me coucher ce soir à 20h45. Voilà. À très bientôt pour un nouveau numéro. Merci Serge Surpin à la Réal. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.